Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Je me disais que ce serait sympa là, de me poser avec vous au jardin pour discuter des 5 choses qui changent dans notre vie quand on commence à investir. Et j'ai profité du fait qu'il fait un peu moins glacial pour faire 2-3 trucs dans le jardin. Il faut que je coupe quelques bambous pour m'en faire des tuteurs pour mes framboisiers qui commencent à partir dans toutes les directions, donc il faut que je les cadre un peu. Je voudrais aussi déblayer un peu mon potager parce que là c'est n'importe quoi. Dès que je détourne l'œil, il y a plein d'herbes qui poussent dans tous les sens, donc il faut que je reprenne le contrôle dessus. Et j'ai peut-être un petit peu avancé dans le cadrage de mon potager. Donc voilà, on va s'y mettre. Quand tu es français, tu hérites de pas mal de choses sympathiques. Tu hérites d'un pays qui a une géographie qui est incroyable, parmi les plus diverses et les plus belles du monde. Tu as un pays qui est également très riche de son patrimoine. Il y a, où que tu te balades en France, tu tombes sur des très beaux bâtiments, sur des très beaux châteaux, sur des belles villes, sur des belles places. Dans le moindre musée régional, tu as de très belles collections. Donc tu as un pays qui est riche de sa culture, de sa littérature, de sa gastronomie. En musique aussi, on n'est pas ridicule en musique. Je te parle pas des guignols de l'Eurovision, je te parle de Debussy, Ravel, dans une moindre mesure Satie. On parle de compositeurs qui sont vraiment dans le top du game. Donc tu as tout ce beau patrimoine quand tu es français. Malheureusement, quand tu es français, tu hérites aussi d'une mentalité de victime. Parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, l'État n'a cessé de prendre de la place, de nous changer en enfants qui ont besoin de téter la mamelle d'argent public de l'État maman. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette tendance à tout de suite pleurnicher dans la rue. Et la première chose qui se passe quand tu investis, c'est que tu cesses d'être une victime. Tu cesses complètement d'être une victime quand tu commences à investir, parce que quand tu te promènes, tu vois, tu passes au péage, tu passes à la station Total, tu achètes tes habits, tu achètes ton matériel informatique, etc. Tu payes tel ou tel abonnement, et tu sais que quand tu fais ça, tu n'es pas seulement dans la position de victime, tu es aussi dans la position de propriétaire. C'est ça ce qui se passe quand tu commences à investir, c'est que tu deviens un propriétaire des choses qui t'entourent. Tu n'es plus seulement une espèce de vache à lait qui te fait taxer d'un côté à cause des impôts et de l'autre côté qui donne de l'argent à des industriels. Non, quand les gens dépensent de l'argent, tu sais que ça va aussi dans ta poche. Donc c'est la première chose qui se passe quand tu commences à investir. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a motivé à investir. En fait, moi, j'ai investi parce que au début de la crise du Covid, il y a plein d'articles dans la presse qui ont commencé à émerger. Tu sais, des articles du type « C'est scandaleux, c'est une crise et pendant les crises, les riches deviennent plus riches ». Et j'ai vraiment eu un moment cette espèce de déclic parce que, j'ai un certain orgueil. Et quand j'ai vu ces articles, je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que ce serait moi la victime de la crise? Pourquoi est-ce que je commencerais pas à penser comme un riche ?» Je me suis dit, mais regarde, il y a des choses là qui sont en train de se casser la figure, il y a des choses qui sont en solde, tu les achètes, tu commences à acheter du Apple, tu commences à acheter du Microsoft, tu commences à te comporter comme un bonhomme qui va percevoir la crise comme une opportunité et pas comme une petite femmelette qui va se dire « Au secours, la crise, j'ai besoin de l'État ». La deuxième chose positive qui se passe quand tu commences à investir, c'est un enjeu d'hygiène mentale. C'est que tu deviens beaucoup plus attentif au signal et beaucoup moins attentif au bruit. Le bruit, qu'est-ce que c'est? Le bruit, tu vois, c'est l'écume des jours de la politique. Donc c'est les politiques qui s'agitent, au secours le changement climatique, au secours la réforme des retraites, au secours ci, au secours ça, au secours la guerre, blablabla. Bla, bla, bla. Donc tu as plein de gens qui s'agitent, tu as les journaux qui commentent les gens qui s'agitent, et donc ces gens-là, quand tu commences à investir, tu ne les écoutes plus. Ils ne t'intéressent absolument plus. Toi, tu n'écoutes pas le bruit, tu regardes le signal, et le signal, c'est quoi? C'est que tu comprends que là où ça se passe, c'est les entreprises. Tu vois, ce sont les entreprises qui changent le monde, ce sont les grosses boîtes qui changent le monde, et donc tu arrêtes d'écouter le blabla des politiques qui commentent là où ça se passe, tu regardes là où ça se passe. Tu sais que quand telle entreprise est sur le point de lancer tel nouveau produit, ça va révolutionner quelque chose. Voilà, tu sais qu'à l'heure actuelle, Google et Microsoft se tapent la bourre pour savoir qui va être capable de mieux exploiter les IA conversationnelles. Là, tu as des annonces de Google. Google est en train d'introduire quelque chose qui est aussi puissant que ChatGPT dans ta boîte mail, et donc tu vas avoir bientôt une fonction qui fait que quand tu reçois un email, tu vas pouvoir générer automatiquement
une réponse à l'instar de ChatGPT, donc un mail complet de réponse, tu vois, ce genre de choses, ça va avoir un impact beaucoup plus important sur notre quotidien que Sandrine Rousseau qui dit « oulala les barbecues » ou je sais pas quel autre délire improductif. Donc c'est là qu'est le signal. Le signal, ce sont les technologies qui vont commencer à changer notre quotidien et donc tu peux être une part de ça, tu peux accompagner ces aventures entrepreneuriales. Quand tu commences à investir, tu deviens intéressé par là où ça se passe et pas par là où on commente ce qui se passe. La troisième chose hyper positive qui se produit quand tu commences à investir, c'est que tu arrêtes de mettre de l'argent dans des conneries. Donc tu vois, le délire, c'est que quand tu as commencé à investir, quand tu as commencé à mettre ton argent dans une entreprise qui crée des produits, qui les vend, qui partage ses bénéfices avec toi, tu as compris ce que c'était qu'un actif. Tu as compris qu'il y a certaines choses qui te rapportent rien. Voilà, tu vas acheter un nouveau jean super fashion, tu vas acheter les nouvelles pompes Yeezy de partenariat d'Adidas avec je sais pas qui, la Kanye West, pour ressembler à un homme soja de centre-ville. Voilà, tu vas mettre 300 balles dans une paire de pompes et tes pompes ne te rapportent rien. Enfin, et encore là, il y a des gens qui vont me dire oui, mais les pompes c'est aussi un actif, je les collectionne, machin truc, etc. Ok si tu veux Jean-Claude, mais permets-moi de ne pas te respecter. Bref, quand tu commences à investir, tu sais qu'il y a certains trucs, voilà, ta nouvelle machine à café, ton écran plat, enfin tous ces trucs que j'achète jamais parce que je ne mets jamais d'argent dans des bêtises, bah tu sais que c'est superflu et ce que tu dois acheter, là où tu dois mettre le maximum de ton argent, c'est dans des choses qui te rapportent des thunes. Et c'est comme ça que progressivement, petit à petit, tu augmentes tes revenus, tu augmentes le cash qui arrive sur tes comptes et qui te permettent d'augmenter ton capital et tes dépenses restent les mêmes. C'est comme ça qu'on devient riche. On devient riche quand notre niveau de vie reste le même et que dans le même temps, on a de plus en plus d'actifs qui nous rapportent des thunes. Et quand tu commences à investir, tu es beaucoup plus attentif à ça. Tu te dis à chaque fois que tu vas faire une dépense, ok, je vais acheter ce truc, mais est-ce que ça va me rapporter quelque chose? Est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à épargner cet argent et à le mettre dans quelque chose qui va m'augmenter mes revenus? Je me rends compte que j'étais peut-être un peu trop vénère dans mon éloquence, donc t'inquiète Jean-Claude, t'as le droit d'avoir des jolies petites chaussures Yeezy. On t'aime Jean-Claude. Quatrième chose qui change quand tu commences à investir, c'est que tu respectes plus ton temps. Et je crois que respecter son temps, c'est en fait c'est la même chose que se respecter soi-même, tu vois. Parce que tu commences à raisonner en termes de coût d'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire de raisonner en termes de coût d'opportunité? C'est que tu vois, dans ton portefeuille, t'as gardé pendant longtemps une entreprise qui a un dividende assez faiblard, tu vois, un dividende qui augmente pas beaucoup. Et puis l'entreprise en elle-même, elle a une croissance qui stagne, tu vois, ton capital augmente pas beaucoup. Bah, tu sais que quand tu es investi dans une entreprise comme ça, qui est vraiment enfin voilà, une espèce de vieille rombière qui te rapporte que dalle, tu sais que tu as un coût d'opportunité important parce que ton argent pourrait être dans quelque chose qui cartonne beaucoup plus, qui te rapporte beaucoup plus sur tous les plans. Et en fait, avec ton temps, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps à écouter Jean-Michel qui passe dans l'émission de Jean-Luc, qui commente ce qui s'est passé dans le journal de je sais pas quoi, qui commente les faits et gestes de telle ou telle célébrité dont on se tape complètement. Enfin voilà, au bout d'un moment tu te respectes, tu sais que t'as pas le temps pour regarder des séries poubelles, tu sais que t'as pas le temps pour jouer aux jeux vidéo comme un gamin, tu sais que tu n'as pas de temps pour faire autre chose que de marquer des points dans la vraie vie. Une fois que tu as compris que tu pouvais investir chacun de tes euros à 10%, pourquoi est-ce que tu n'investis pas chacune de tes minutes pour être sûr d'obtenir un rendement de 10%? Les vrais bonhommes respectent leur temps, mon gars. J'ai prélevé quelques grands bambous verts pour pouvoir continuer de faire la bordure de mon potager et j'ai également commencé à ramasser les bambous morts. J'en ai des dizaines, peut-être des centaines de kilos et j'ai lu qu'en fait le bambou c'était un super bon combustible, c'est un très bon bois de chauffe, c'est presque aussi bon que le charbon. Donc je vais tester ça. Là j'ai des amis qui vont débarquer le week-end prochain, donc je vais me faire un petit seau de morceaux de bambou et on va voir si ça suffit pour se faire des bons barbecues parce que je pense qu'on va faire chauffer le barbecue. Sandrine!
Et tu vois, là j'ai l'air de troller quand j'invective Sandrine Rousseau, mais il faut bien comprendre qu'il y a un combat civilisationnel en cours, parce qu'il y a certaines personnes qui voudraient interdire les maisons individuelles. Il y a vraiment des gens dans leur mentalité de... Souvent c'est des gens qui n'ont pas vraiment grandi, tu vois. C'est des gens qui n'ont pas réussi à nouer de relations stables et qui sont toujours un petit peu comme en colo, tu vois. Ils voudraient que la vie ce soit la colo toute la vie, donc on n'a jamais vraiment de maison, on habite un petit peu dans une tente. Vas-y, on m'a dépanné d'une poignée de pâtes, toi t'as pas un haricot et tout, vas-y viens on va se faire un chili con carne sans viande, etc. Donc t'as vraiment des gens qui n'ont jamais grandi, qui veulent imposer leur modèle de société à tout le monde, et donc leur modèle de société ce serait une espèce d'immense kolkhoz où personne ne possède rien, où il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de propriété, où on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut chez soi, et il faut se battre contre ça les mecs. Le jour où j'ai vraiment pris mes distances de l'écologie politique, c'est quand j'ai entendu un écolo bobo de centre-ville de 40 kilos dire l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Ça veut dire que les mecs disent qu'ils aiment la nature alors qu'ils passent les 3/4 de leur temps dans des centres-villes. Et ce manque de respect pour ceux qui sont vraiment au contact de la terre, pour ceux qui ont décidé de prendre en main leur avenir, de faire un pas vers l'autonomie alimentaire et donc vers une plus grande harmonie avec leur écosystème, ça en dit long. Ça en dit long sur le fait que l'écologie politique type NUPES, Sandrine Rousseau, etc., ce n'est ni plus ni moins qu'une écologie d'extrême gauche qui surfe sur la peur du changement climatique pour nous vendre un monde collectiviste. Et franchement, pour moi, ça vaut pas grand chose. Tu vois, parce que les mecs d'extrême gauche là qui parlent tout le temps de solidarité, oui, les impôts, c'est de la solidarité, etc., c'est pas ça la solidarité. La solidarité, c'est quand tu as été capable de créer quelque chose, que tu as créé quelque chose à la sueur de ton front, et parce que tu es effectivement solidaire, parce que tu as noué un lien fort avec une personne qui est dans le besoin, et ben tu vas lui dire, ok, même si ça me coûte, je prends un petit peu des fruits de mon travail et je le partage avec toi. Donc la condition sine qua non pour avoir le droit de se dire solidaire, c'est d'avoir été capable de créer de la valeur. Sinon, c'est que du flan. C'est vachement facile d'être solidaire avec le fric des autres. Finalement, je dirais que le dernier bénéfice à investir, c'est que investir, ça rend plus heureux. Regarde, c'était quoi les angoisses que tu avais quand tu étais plus jeune? Les angoisses que tu avais quand tu étais plus jeune, c'était le dimanche soir, tu vois. Tu sais, c'est le dimanche soir, demain c'est lundi. C'était les devoirs que tu devais rendre. C'était la fin des vacances. Voilà, c'était la fin des grandes vacances. C'est toujours une forme de déchirement. Ça voulait dire que tu allais te retrouver dans une classe à devoir faire des choses que tu n'avais pas demandé, tu vois. Et après, quand t'es adulte, c'est la même chose. Quand t'es adulte, c'est les mêmes angoisses. Et tu crois que t'es tranquille, tu regardes la télé dans ton salon, et bim, lundi matin, tu dois reprendre les transports en commun, tu dois retourner faire ton boulot pour un patron que peut-être tu n'aimes pas. Toutes les angoisses qu'on a, c'est lié au fait qu'on n'est pas maître de notre temps. Investir, c'est acheter du temps. Plus tu investis et plus tu reprends de la maîtrise sur ta vie. Et voilà, évidemment, après, il faut vous éduquer, il faut faire votre propre recherche. On n'a rien sans rien. Mais si ces vidéos peuvent vous motiver à faire ça, vous motiver à devenir un petit peu plus maître de votre destin, un petit peu plus libre, bah, je pense que j'aurai accompli quelque chose. Et vous savez que pour commencer à investir, vous avez cette vidéo, le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro. Et je terminerai là-dessus. Investir et être fier d'investir dans un pays comme la France, c'est le plus bel acte de résistance.